à condition de neutraliser, ou en tout cas d'atténuer, les revendications collectives qui revendiquent une émancipation collective de ces populations-là, qui revendiquent plus d'égalité. Donc ça, c'est un des premiers mécanismes. Un autre mécanisme, c'est qu'il y a un grand problème en termes de transition intellectuelle. C'est-à-dire que d'un point de vue légal, d'un point de vue étatique, d'un point de vue constitutionnel, en France, il n'y a pas plusieurs catégories de citoyens. Il y a simplement des citoyens français. Il n'y a pas des citoyens à part entière et des citoyens qui doivent encore faire leurs preuves. Mais on se rend compte que sur le plan du débat politique, sur le plan de la manière dont on gère les acteurs politiques, sociaux et citoyens, il y a des citoyens dont on ne remettra jamais, même s'ils peuvent être parfois dans certaines dérives intellectuelles, politiques, en termes d'idées, en termes d'idéologie, on ne remettra jamais en cause leur appartenance à la nation. Et on ne remettra jamais en cause leur statut de citoyen. En revanche, en ce qui concerne les populations issues de l'immigration, notamment depuis les années 2000, je dirais, contrairement à ce qui s'était passé à l'époque de la marche des beurs, on a eu un changement de curseur. C'est-à-dire qu'il y a eu une focalisation sur la question de l'islam et de l'appartenance musulmane des populations issues de l'immigration. Alors que c'était quelque chose qui existait. À titre d'exemple, il y avait eu dans les fin des années 70 une mobilisation, une grève, et beaucoup de grévistes étaient d'origine maghrébine, et on avait qualifié cette grève de grève khoméniste, dans le contexte de la révolution iranienne. Donc le relent islamophobe, la question de l'islam existait déjà, mais elle était beaucoup moins présente. Elle s'est beaucoup développée au moment des années 2000. Et donc on a eu tout ce discours autour de l'islam, de la religion, de la nécessité de s'intégrer. Et donc un des éléments, c'est celui-ci, en termes de mécanismes post-coloniaux, c'est l'injonction à l'intégration. C'est en fait que plutôt que de considérer, comme le dit la loi, les Français de confession musulmane ou les Français issus de l'immigration comme des citoyens à part entière, il y a toujours l'idée de dire vous êtes citoyen, mais vous devez faire vos preuves, vous devez vous intégrer. Or, cette distinction dans la manière de traiter des citoyens en fonction de leur appartenance religieuse ou, entre guillemets, ethnique, pose un problème d'égalité. Et ça, c'est quelque chose qui est très très présent aujourd'hui, et on a une énorme confusion. On a une énorme confusion parce qu'on confond la question de l'immigration, la question de la religion, notamment de l'islam, et la question de la laïcité, avec la question de la présence en France de citoyens français, de nationalité française, de confession musulmane. Ce sont des questions complètement différentes. Que pour des nouveaux immigrés, il y ait une question qui se pose sur l'intériorisation d'un certain nombre de codes, de connaître un certain nombre de codes existants dans la vie française, de la question de l'acquisition de la langue, c'est une chose. Mais de parler d'intégration à des gens qui sont français, qui sont nés en France, qui ont été socialisés en France, c'est une forme de discrimination dans la mesure où ce traitement est réservé à une catégorie spécifique de la population en raison de leur origine ou de leur appartenance religieuse. Il en va de même quand on confond la question de la laïcité et qu'on lie la question de la laïcité avec la question de l'immigration. La laïcité, c'est un principe qui est complètement accepté par l'ensemble des acteurs sociaux et politiques en France, mais il y a des divergences sur son interprétation. Certains tentent de l'utiliser sous un angle liberticide, parfois même contraire aux standards des droits humains en matière de liberté de conscience et de religion, et d'autres défendent une vision libérale de la laïcité qui considère que la laïcité doit être inclusive et permettre à tout à chacun de vivre leur vie religieuse comme ils l'entendent, dans le respect des lois et d'un ordre public démocratique. Et quand on confond la question de la laïcité avec la question de l'intégration et de l'immigration, on laisse entendre finalement que les citoyens de confession musulmane, dans l'ordre de leur participation citoyenne et politique ou dans l'ordre de leur vie quotidienne, posent un problème en termes de laïcité. Ce qui, à la lumière de l'ensemble des enquêtes récentes ou même anciennes, montre que c'est faux et que l'écrasante majorité des Français de confession musulmane vivent leur vie religieuse dans le respect des principes de la République et de la loi commune et contraignante pour tous.
Et quand on revient un petit peu à l'historique du concept d'intégration, on se rend compte que le concept d'intégration en sociologie, il est né chez un des pères fondateurs de la sociologie, qui est Durkheim. Et Durkheim utilisait ce concept pour remettre en cause l'ensemble de la société et l'ensemble des acteurs sociaux. C'était un outil méthodologique qui permettait de mesurer, si vous voulez, l'état de santé de la société. Et aujourd'hui, dans le cadre du débat français, il est utilisé pour viser un groupe en particulier. Et c'est cet élément-là qui est très problématique et qui relève d'une forme de relent colonial, même si, bien sûr, toute proportion gardée, comme je l'ai rappelé au début de mon exposé. Un autre mécanisme, et ça on le voit, c'est-à-dire que depuis des années, on a en politique tout un discours sur la promotion de la diversité, c'est-à-dire promouvoir des gens de différentes couleurs, de différentes origines, de différentes religions au sein des partis politiques et au sein des instances politiques. Mais on se rend compte que, notamment, il y a eu d'importants débats sur ce sujet au moment de l'élection de Barack Obama en 2008 en France, qui a été, et c'est ça le paradoxe, c'est qu'elle a été saluée par tous les acteurs politiques. Tous se sont dit prêts à avoir un Barack Obama français et à l'importance d'une plus grande participation des gens de la diversité en termes de participation politique, mais dans les faits, les mécanismes de blocage persistaient. Et on a un certain nombre d'enquêtes qui montrent, pour en citer qu'une seule, il y avait une étude qui avait été faite par l'Institut Montaigne, qui est un think tank français très connu, qui montrait que, par exemple, au sein du Sénat et du Parlement, il y a seulement 2% de personnes issues de l'immigration post-coloniale ou alors issues de la diversité, c'est-à-dire que même au niveau des élus des dom-tom, c'était quelque chose de très très restreint et qui ne correspond pas du tout à ce que représentent ces populations au sein de la population générale française. Et donc, ce qui pose problème dans tout ce discours sur la diversité, c'est qu'en fait, il y a un discours et il y a une pratique. Et dans la pratique, on se rend compte qu'on va promouvoir un certain nombre d'individus. On a des ministres, on a des élus qui peuvent être d'origine maghrébine, d'origine africaine, d'origine turque. Mais on ne leur laisse pas avoir une réelle voix au chapitre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'on accepte ces gens-là à partir du moment où ils se conforment, non pas à la loi, non pas aux principes de la République, mais lorsqu'ils se conforment à l'idéologie dominante voulue par les courants politiques dominants. Ainsi, on accepte une forme de diversité et une certaine diversité exotique tant qu'elle est sous contrôle et tant qu'elle répond à un agenda politique déterminé. Et ce qui pose problème à ce niveau-là, c'est que très souvent, on se rend compte qu'on exige des personnes issues de ces populations, de ces minorités, de se désolidariser, voire même parfois de cracher sur leur milieu d'origine, sur leur communauté d'origine, pour être acceptés politiquement. Et ça, c'est non seulement une inégalité énorme, mais c'est quelque chose qui empêche une égalité pleine et entière dans la participation politique et qui empêche aussi un vivre ensemble apaisé. Parce que une partie de la population n'arrivera pas à s'identifier à ces personnes issues de la diversité du fait de ce décalage entre le discours qui est porté, entre les attentes de ces populations. Donc ça, c'est un autre des mécanismes qui pose vraiment problème, c'est-à-dire qu'on pousse les acteurs politiques issus de la diversité à porter un discours qui est considéré comme républicain compatible, mais qui en fait, dans les faits, doit être compatible à l'ordre politique dominant défini par les dominants. Et donc ce rapport dominant-dominé persiste. Et ça, c'est quelque chose qui existait à l'époque coloniale. À l'époque coloniale, il y avait aussi, pour ne citer que le cas de l'Algérie qui était sous domination française à l'époque, on avait une promotion politique d'une élite issue de la population colonisée. Et cette élite était domestiquée et elle défendait le colonisateur. Et ceux qui, au contraire, portaient un discours beaucoup plus critique, un discours beaucoup plus contestataire, étaient marginalisés, étaient diabolisés. Et on retrouve ceci, bien sûr, encore une fois, je le répète parce que je tiens à être précis, dans des proportions différentes et dans un cadre et une logique différente. Mais on retrouve ces mécanismes aujourd'hui
dans la manière dont on traite sur le plan politique, sur le plan social, la question de la participation citoyenne et politique des personnes issues de la diversité en général et des Français de confession musulmane en particulier. Un exemple très très connu, c'était par exemple la création d'SOS Racisme. SOS Racisme, c'est l'exemple type d'une structure qui était formellement indépendante, mais qui était pilotée par le pouvoir politique pour servir sur le plan électoral ce pouvoir politique, et qui avait aussi pour but de marginaliser les acteurs issus des quartiers populaires, issus de la diversité, qui ne correspondaient pas aux normes établies par ces courants dominants au niveau politique. Et donc on a un certain nombre de mécanismes qui persistent. Un autre des mécanismes, c'est l'accusation de communautarisme. C'est-à-dire que même si vous êtes français, que vous avez été éduqué et socialisé en France, que vous aspirez à participer à la vie citoyenne et au vivre ensemble, à partir du moment où vous intégrez dans votre discours un élément d'appartenance à une communauté ou à une religion, on vous accusera de communautarisme. En réalité, l'accusation de communautarisme, très souvent, même si je ne nie pas qu'il peut exister des logiques de repli communautaire, très souvent, l'accusation de communautarisme est une arme politique. Dès que quelqu'un a un discours qui gêne, on l'accuse de communautarisme. Et le paradoxe aussi à ce niveau-là, et c'est là qu'il y a une lacune en matière d'égalité de traitement, au niveau de ceux qui tentent de contribuer à la vie politique et citoyenne, c'est que par exemple, si vous avez un parti politique où 90% des membres, des acteurs, sont des blancs catholiques, on ne vous accusera jamais de communautarisme. En revanche, si vous êtes un parti politique ou une association qui a 90% de personnes d'origine turque, d'origine maghrébine ou de confession musulmane, tout de suite, vous entendrez au niveau médiatique, au niveau politique, une accusation de communautarisme. Et donc, la vraie problématique, c'est que cette accusation, elle est réservée à ceux qui appartiennent à une minorité religieuse et ou ethnique. Et donc, elle est de fait stigmatisante. L'autre élément, c'est une énorme contradiction, c'est que très souvent, quand une personne issue de l'immigration postcoloniale et ou de confession musulmane tente d'intégrer les partis politiques dominants et existants et le jeu politique, le jeu électoral, c'est de fait, par essence, une démarche d'ouverture vers le corps social, une ouverture vers le champ politique,